Le troisième binôme du jour que je reçois, c'est Valérie Guéry, DRH de Paris Society, et Kevin Boucharab, que je connais bien, évidemment, futur Work Director chez Ubisoft, que j'ai déjà reçu avec grand plaisir dans le Lundi au Soleil. Valérie, Kevin, comment allez-vous tous les deux aujourd'hui ? Ma foi, super bien. Petite forme, non ? Non, ça va, t'as la pêche, et toi, Kevin ? Au top, comme d'hab. Alors, merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, vous intervenez dans le Numa Forward 2023 avec un sujet en particulier qui est la priorisation. Et de se dire à quel point c'est une compétence clé et quel impact elle peut avoir dans le quotidien des collaborateurs, dans le quotidien des salariés, des managers, peu importe. Et du coup, l'idée, c'était d'évoquer ce sujet-là en particulier. Ça me tient à cœur. J'en ai pas évoqué jusqu'à présent sur le Lundi au Soleil. Et donc, c'est l'occasion. Aujourd'hui, moi, la première question que j'ai, qui peut paraître un peu terre à terre, mais je pense que c'est important pour placer les choses dans leur contexte, c'est qu'est-ce que c'est la priorisation concrètement ? Comment vous la matérialiseriez ? De mon côté, je dirais que c'est la capacité qu'on va avoir à focaliser notre effort et notre énergie sur ce qui compte. Ça paraît un lieu commun de dire, sauf qu'on voit que les organisations sont fondées sur le strict inverse. Par le temps qu'on passe en réunion, par le temps qu'on passe à formaliser des choses qui devraient ne pas l'être, par le manque de discipline aussi qu'on a parfois à utiliser les outils tels qu'ils ont été pensés, par exemple, pour avoir de la traçabilité, pour mieux matérialiser une culture de l'écrit, par exemple. C'est des éléments qui sont très clairement des indicateurs d'un manque de capacité à prioriser. Et ça produit quoi ? Ça produit du désengagement, parce que les gens ne comprennent plus à quoi ils contribuent, et ça produit des efforts dispersés, avec des gens très occupés. On peut trouver des gens qui ont littéralement un planning rempli du lundi au vendredi soir, et qui n'ont rien produit de concret, qui vont alimenter la stratégie, les objectifs du groupe. Donc c'est ce paradoxe-là qu'on cherche à résoudre en général quand on bosse sur la priorisation. Alors le problème de Kevin, c'est qu'il m'a donné toutes mes questions, donc si tu veux, j'ai plus de questions derrière. On a terminé, merci. Non, mais justement, c'est là où j'attends une grosse réponse, Valérie, de toi. Comment tu définirais la priorisation ? Alors, en moins bien que Kevin, mais oui, la priorisation, c'est de savoir le dimanche soir, en préparant un peu sa semaine, ce qui nous attend sur la semaine, ce qui va devoir être produit et comment on souhaite la finir le vendredi soir. Et donc, se retirer, en tout cas, c'est ce que je ferais, retirer de son agenda et de ses timelines tout ce qui n'est pas essentiel à ce qui doit être produit à la fin de la semaine. Et ça peut être la même échéance à la fin du mois, à la fin du trimestre. Après, il y a tous les impondérables qui vont de toute façon plomber nos agendas respectifs. Donc, si on est 10 ou 12 heures en réunion par jour, qu'on les enchaîne et qu'en dehors de ça, on a une urgence ici, un sujet à traiter, finalement, quelque chose nous tombe dessus, on noie les salariés, c'est ce qu'on voit souvent. Pour le coup, on paye des gens à être en réunion toute la journée. Généralement, il y en a 2-3 actifs parce que finalement, c'était les 2-3 qui devaient être dans la réunion. Tous les autres n'ont rien à y faire et donc les autres sont sur leur mail ou leur ordi à essayer de se dire « Putain, j'ai 250 mecs dans la boîte de réception. J'ai pas répondu, je vais essayer de le faire. » Mais pour le coup, ils ne devraient même pas être présents à cette réunion, ils devraient être ailleurs. Donc nous, on a des petits tips où on va dire aux salariés, déjà, vous dites non ou pourquoi je suis invité. Est-ce que ma présence est nécessaire ? Et sinon, quelqu'un fera un compte-rendu. Et si vous attendez des actions de ma part suite à ce workshop ou cette réunion, j'interviendrai, mais je me gagne déjà 1 heure de mon temps de travail. Et c'est ce que je fais faire aux managers chez nous, en tout cas, très clairement. Alors, merci pour ces réponses. Moi j'avais reçu Mehdi Berrada qui, effectivement, nous expliquait que, par exemple, il était arrivé dans une réunion où il avait le sentiment de ne pas être très utile et donc il avait levé la main en disant « Bonjour, est-ce que je suis utile à cette réunion ?» Et les collaborateurs lui avaient dit non, en fait. Donc, il s'est levé, il était parti. C'est la posture un peu de leader qui peut parfois être obsolète dans certaines réunions. Il y a d'autres boîtes, je crois que c'est Alan, je me trompe peut-être, où effectivement ils ont une vraie culture de l'écrit, où tu as cette culture de préparation de la réunion quand il y en a, parce qu'il y en a quand même finalement assez peu, ou qui doit être présent, pourquoi ? Parce qu'en fait ça coûte un peu de l'argent, et puis ça coûte du temps aussi tout simplement. Donc ce côté ordre du jour, il y a quand même un impact très concret sur, je dirais, tu parlais de productivité tout à l'heure, je pense que tu as complètement raison, sur la sérénité, ce côté anti-stress. Qu'est-ce que ça a comme impact, je dirais, vertueux, autre que ces points-là ? Alors juste pour la série de petits exemples que tu donnes, on ne peut pas parler de ces exemples sans parler de Shopify, qui quand même lance un énorme pavé dans la mare en disant on interdit purement et simplement toutes les réunions de plus de 2 personnes. Bon, c'était évidemment un effet de com', qui s'est évidemment reconstitué derrière avec de nouvelles réunions, mais qu'est-ce que ça voulait dire ça ? Ils ont voulu regarder le temps qu'on pouvait économiser en faisant ça.
ça se chiffre en dizaines de milliers d'heures de travail. Et surtout, ça a permis d'identifier des gens qui ne servent à rien dans l'organisation. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on crée tout ce marasme, tous des gens très occupés, il faut des gens pour gérer ça. Il faut gérer la complexité organisationnelle, le transit de l'information, etc. Eux, ils se sont rendus compte que non, ça servait à rien. Et en repartant de zéro, en disant on ne garde que des réunions dans lesquelles on a vraiment un intérêt à être, et donc dans une interaction qualifiée à deux, le reste devra forcément passer par un véhicule écrit. Encore une fois, c'était provocateur. Je sais que derrière, ils ont testé d'autres choses. Mais c'est un point que je voulais citer, ce qui me paraissait important en termes d'exemples de boîtes qui ont voulu agir sur la question. Ouais, et je trouve que c'est un peu dommage justement ce côté effet d'annonce. Moi, ce que j'aime bien, c'est être dans le concret. Et toi, par exemple, Valérie, qu'est-ce que tu vois que ça a eu comme impact à l'interne, autre que la productivité et cette notion de sérénité? Oui, nous, on n'est pas du tout dans une entreprise qui a la culture de l'écrit, puisqu'on est à peine sur Outlook aujourd'hui, donc on démarre de loin, on part de loin. Là où je coach les directeurs à gagner du temps et être plus efficaces, c'est que surtout je suis là pour les coacher et qu'ils me disent à 21h, j'ai rien fait de ma journée parce que j'ai eu mon point hebdo avec tous les N-1, c'est entre 10, 15, 20 personnes en dessous chaque directeur de pôle. Puis j'avais ça à produire, etc. Et donc, où j'essaye de leur faire gagner du temps, c'est surtout de me dire qu'on a des talents qui sont faits pour autre chose dans l'organisation. Que de gérer de la réunion où on doit juste caler des mises au point et où des personnes en dessous sur la délégation et sur moi je te responsabilise pour faire ça, ça et ça, vous passerez l'info au directeur, vous validerez les points et puis vous passez du temps à essayer d'être plus productif sur des choses plus importantes, sans dire que les réunions qui sont faites aujourd'hui ne sont pas importantes. On a peu de réunions, nous, on essaye de les structurer pour qu'elles soient courtes et efficaces. Il y a quand même peu de réunions inutiles, je ne vais pas dire ça comme ça. Par contre, le nombre de gens qui sont dans cette réunion juste pour prendre les notes ou la N-1 du codir qui va être là pour lui faire le compte-rendu, ça peut être fait par une seule personne dans un Teams, dans ce qu'on veut, Slack, même si RGPD Wise, je ne suis pas sûr qu'il se soit mis... ou si même parfois Slack fait perdre du temps aussi, si elle a ce côté un peu notification. Un compte-rendu rapide, des bullet points, machin, j'attends que tu reviennes vers moi pour cette info. Et moi, je suis beaucoup pour la communication orale. Appelez-vous, arrêtez les échanges de mails, arrêtez de tuer des arbres et passons à autre chose. C'était ma théorie, fumeuse ou pas, mais que j'ai toujours. À partir de 3 échanges de mails, tu décroches ton téléphone, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui ne s'est pas compris. Alors moi, j'ai quand même une question. Pardon, tu allais réagir là-dessus. Très rapidement sur l'impact, c'est que c'est la condition sine qua non pour se libérer des fourches codines de l'organisation classique du travail. Et donc, ça nous ramène aussi sur le terrain plus personnel. Si on admet l'idée selon laquelle on arrive à libérer du temps par rapport à ces réunions, à ces tâches de reporting de manière générale qui apportent peu de valeur ajoutée, alors ça veut dire qu'on peut gagner la flexibilité nécessaire pour organiser notre vie autrement que seulement par la contrainte astreignante au sens propre qui consiste à dire qu'il faut être présent dans ces réunions et donc se dire, oui, effectivement, si on évite de centraliser les réunions au même moment et que ça prend tout l'agenda, oui, on peut avoir du temps pour faire autre chose que d'être dans la production, ou rattraper surtout le travail de production qu'on n'a pas pu faire dans la journée à cause des réunions. Et donc, c'est ça qui permet derrière d'aller faire du sport, d'aller faire autre chose, etc. Et c'est très bien. Alors, sur le papier, ça peut être un monde idyllique, etc. Mais au final, dans le concret, à un moment donné, tu as quand même des individus, je vois Kevin, il fait non. Les individus sont quand même confrontés à des défis, parce que c'est quand même un changement important, c'est de la conduite du changement aussi. Vous avez constaté quels étaient les points de friction, les obstacles et les freins auxquels vous avez été, vous, confrontés avec l'accompagnement de collaborateurs sur justement cette notion de priorisation des tâches dans leur journée, leur quotidien? Ils étaient tous d'accord. Alors déjà, ils étaient tous d'accord et c'est des choses qu'on est en train de... Vraiment, on est dans les prémices et moi, j'ai l'avantage d'avoir 80% de mes salariés qui sont sur le terrain et dans des restos ou dans des hôtels ou dans des lieux festifs et qui ne font pas de réunion. J'ai que 20% ou même à peine 15% de salariés à qui qu'on doit coacher pour leur apprendre à travailler différemment. Donc, c'est pas vraiment la majeure partie de mon temps de savoir comment gérer le travail des fonctions support, mais plutôt d'être sur le terrain, nous, et d'accompagner les opérationnels qui font le business. Est-ce que tu peux recaler la question, s'il te plaît? Non, c'est de se dire, on parle effectivement des bénéfices que ça a, effectivement, de cette notion de priorisation, mais est-ce que lorsqu'on propose ça aux salariés, qu'on les amène dans ce changement-là, dans cette démarche, quels sont les points de friction qu'on peut rencontrer?
En fait, il y a une contradiction que je voulais soulever sur cette question parce que ça fait longtemps qu'elle existe dans les manuels de management ou dans les débats. Et en fait, on la fait souvent reposer exclusivement sur le salarié, en disant c'est une compétence que le salarié doit avoir, d'être capable de prioriser, de savoir dire non, c'est quelque chose qu'on lit partout, etc. Et c'est vrai, j'admets ça, il y a une partie de ça. Enfin, il faut quand même être réaliste, hein. Les organisations et le management ont une part énorme de responsabilité dans la capacité ou non que le salarié aura à exercer cette priorisation. Et c'est typiquement un des freins qu'on peut constater. Quand le manager est obsédé par le temps, obsédé par le contrôle, obsédé par des logiques, alors que, pour parler un petit peu vulgairement, qu'on retrouve chez le connard au travail, c'est-à-dire le manager toxique qui va fonder sa légitimité sur la peur, sur des objectifs flous, sur une imposition extrêmement verbale et parfois intimidante finalement de l'autorité. Bah, évidemment que derrière, vous allez avoir des salariés qui seront incapables de tenir tête à ce manager qui se vit comme une autorité éminente et qui fera que ce sera beaucoup plus dur pour eux de dire non, de challenger et d'essayer de faire vivre ce nouveau contrat social. Donc je voudrais équilibrer les responsabilités en disant qu'effectivement, un des freins qu'on a, c'est le management et que le management doit lui-même s'approprier cette question, non pas seulement dans la question de la priorisation, mais de la posture managériale pour la faire émerger, cette priorisation. Et c'est vraiment clé d'insister là-dessus. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais je pense que c'est un point sur lequel il faudrait davantage investiguer. Donc c'est pas juste, toi ce que tu dis là-dedans, c'est que c'est pas juste un outil ou une boîte à outils, cette notion de priorisation, mais qu'en fait ça doit être finalement quelque chose d'assez culturel et qui est lié effectivement à une organisation qui serait notamment celle du rapport manager-manager, quoi. Incontestablement, vous ne pouvez pas dire non à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre que vous pouvez dire non. Okay. Or, les boîtes sont encore peuplées de gens pour qui ce sera perçu comme une performance faible, par exemple. Alors moi, je ne veux pas réduire cette notion de priorisation à des gages de succès qui sont sur juste un outil, une méthode, etc. Mais aujourd'hui, quels sont je dirais justement les outils et méthodes que vous avez pu tester qui vous semblent intéressantes en tout cas à creuser ou qui ont été en tout cas les plus accélérantes, si c'est un mot français, sur ces démarches de priorisation en interne dans vos structures, dans chacune de vos structures? Effacer les agendas Outlook et recommencer. Ah ouais? Oui, mais il y a des coachs qui font ça, hein. Ils sont payés très cher pour faire ça. Ouais. Mais dites à un manager, t'effaces toute la semaine prochaine, peut-être pas la semaine en cours, t'effaces tout et tu recommences sur la base de t'as une ouverture de resto, qu'est-ce que tu dois préparer, ta réunion en amont, ton truc, machin, etc. Et tu organises ta semaine from scratch. Ouais. Et ça, il y a des résultats efficaces. Ok, j'aime bien. Bah, j'avais fait ce travail-là avec un ancien invité du podcast, d'ailleurs, ça avait bien marché. Vous refusez toutes les réunions. Ouais. Bon, DG, CIO, hop, on a les... Pas compris. Ou pas compris, celle-ci on la laisse. Ouais. Mais bon, c'est 1 heure par semaine. Pour toutes les autres, vous enlevez tout et vous recommencez par rapport à l'essence de votre métier, de ce que vous avez besoin de rendre et comment vous avez besoin, encore une fois, de manager vos équipes. S'il y avait une question de priorisation, je pense que les managers devraient passer le plus clair de leur temps à être avec leurs équipes et à les faire grandir et à les développer qu'à faire des réunions pourries qui servent à rien. Sincèrement. Super insight, merci beaucoup, j'aime beaucoup. Kevin? Tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Dans le même sens, je lutte activement contre les réunions rituelles. Donc les monthly, les weekly, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est absolument insupportable. Ça produit de l'inertie et ça produit en fait des raisons. On va toujours trouver des raisons de se parler, hein. Donc pour moi, ça, il faut l'éliminer, évidemment. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le management par objectif et raison d'être. C'est-à-dire que si on veut prioriser, faut avoir un référent. Il faut qu'on ait une idée de ce pourquoi, en fait, on doit... Quel est le juge de paix quand on doit se poser une question sur choisir A plutôt que B? Le juge de paix, c'est OKR, Objective Key Results. Te dirait comment les objectifs du groupe cascadent jusqu'à l'employé. Et ça doit faire foi, premièrement. Sauf que ça suffit pas, parce que c'est une vision quantitative des choses. Il faut mettre ça en challenge de la raison d'être, qui est de se dire que la raison d'être, c'est justement ce pourquoi on est mu en tant que groupe. Et dans des métiers du savoir ou des métiers télétravail, mais aussi dans des métiers de terrain, ça joue énormément. Demandez par exemple à des professionnels de santé, lorsqu'ils sont confrontés à 2 urgences de valeur a priori similaires, comment ils font pour opérer une priorisation. C'est hyper dur. Et ça, c'est intéressant. Pour pouvoir faire ce choix-là, on doit se fier non pas à des OKR, à des objectifs vraiment quantifiables. Non, c'est la raison d'être qui fait foi. Et si on a décidé, par exemple, que c'est l'inclusion, notre différenciateur sur la raison d'être, c'est comme ça qu'on choisira la situation A plutôt que la situation B. Inversement, en fonction de qui on est, on arrivera à se singulariser par rapport à ses concurrents. Et c'est comme ça qu'on arrivera justement à se dire, nous, on focalise là-dessus. Ça fonctionne bien. Merci Kevin pour cette expression. Moi j'aime bien le fait que pour cette réponse, pardon, j'aime bien le fait que tu reviennes sur cette raison d'être. Je pense qu'elle est très importante, c'est quelque chose d'assez fondateur et notamment et l'impact sur la culture de boîte.
Ça a été court, mais ça a été très intense. Valérie, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a mené ça tambour battant. Kevin, merci beaucoup. Avec plaisir, merci également pour ces réponses. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de creuser ça encore plus en détail dans un épisode futur. Parce que je pense que c'est nécessaire. Exactement. Ouais, Jean-David, on sait pas. Merci à tous, merci à tous les deux. Et puis bon courage pour la suite et on se revoit très vite. Merci beaucoup. Merci.